Dans les prochaines minutes, tu découvriras pourquoi le mariage, tel qu'on te l'a toujours présenté, n'est rien d'autre qu'une prison psychologique raffinée, conçue par des siècles de forces inconscientes. Freud appelait cela le retour du refoulé, où les exigences de la société déforment nos instincts les plus profonds pour en faire des chaînes. Et à la fin de ce voyage, l'amour, l'engagement et même tes propres désirs ne te paraîtront plus jamais comme avant. Le mariage est vendu comme l'acte ultime de liberté, une union sacrée, un choix fondé sur l'amour. Mais si je te disais que cette décision n'a jamais vraiment été la tienne, que depuis le moment où tu as poussé ton premier cri, des ficelles invisibles te guidaient lentement mais sûrement vers l'autel, traversant tes fantasmes d'enfant, ton conditionnement culturel, jusqu'à s'enraciner dans tes peurs les plus enfouies. Freud nommait cela la compulsion de répétition. Cette pulsion inconsciente qui te pousse à rejouer les traumatismes du passé sous le masque du libre arbitre. Une étude de 2017, parue dans le Journal of Family Psychology, a montré que les hommes ayant grandi dans une famille brisée avaient 43% de chances supplémentaires de divorcer. Pas parce qu'ils le souhaitaient consciemment, mais parce que leur esprit avait associé l'amour à l'instabilité. Le plus troublant, c'est que Freud affirmait que nous ne cherchons pas le bonheur, mais la familiarité, même si elle nous détruit. Pense à ton premier souvenir d'amour. Était-ce un prince sauvant une princesse? Une déclaration passionnée digne de Disney? Ces contes ne sont pas inoffensifs. Ce sont des plans psychologiques, des scripts écrits dans l'ombre de notre conscience. Dans le malaise dans la civilisation, Freud soutenait que la société refoule nos instincts primaires, l'agression, la liberté sexuelle, et les remplace par des substituts symboliques comme le mariage. L'alliance n'est pas un simple bijou, c'est une chaîne dorée, un outil pour transformer l'esprit masculin, libre et sauvage, en un fournisseur docile. Au XIXe siècle, les mythes de mariage par enlèvement foisonnaient, des chevaliers arrachant des femmes par la force. Pour Freud, ce n'étaient pas des récits romantiques, mais les échos d'un désir refoulé de domination. Un désir si dangereux que la société l'a déguisé en séduction, puis en contrat. Aujourd'hui, le mariage est un enlèvement consenti, scellé par un formulaire. Connais-tu le lien traumatique? Ce mécanisme par lequel une victime s'attache à son bourreau. Applique cela au mariage. Le cas célèbre du Wolfman, étudié par Freud, illustre comment les traumatismes de l'enfance se transforment en relations adultères toxiques. Ce patient, terrifié par des loups dans ses rêves, se retrouva prisonnier d'un mariage misérable. Son inconscient avait lié amour et souffrance. Les hommes ne tombent pas amoureux. Ils retombent dans des schémas. Une étude de 2020 dans la Personality and Social Psychology Bulletin a révélé que les hommes sont plus enclins à épouser des femmes qui ressemblent émotionnellement à leur mère. Si elle était froide, tu chercheras l'indifférente. Si elle était autoritaire, tu chercheras une femme qui contrôle. Freud appelait cela la répétition compulsive. Un marionnettiste silencieux tire les ficelles de ton cœur. Parlons du piège du pourvoyeur. Dans la Rome antique, un homme pouvait divorcer en disant simplement « Tu as tes affaires ». Aucun juge, aucune pension. Aujourd'hui, une signature peut te lier à vie. Aux États-Unis, 73% des divorces sont initiés par des femmes. En moyenne, les hommes perdent 30% de leur patrimoine. Pour Freud, ce n'est pas une erreur, mais une forme d'agression socialement admise. Le système légal devient le père castrateur, punissant les hommes qui osent rêver de liberté. Mais pourquoi signe-t-il toujours? Parce que le mariage n'est pas un contrat, c'est une hypnose. Dès le berceau, on t'enseigne que ta valeur dépend du fait d'être mari, père, homme respectable. Ose remettre cela en question, et la société t'accuse de fuir l'engagement. Ce n'est pas l'engagement que tu crains, c'est l'enterrement vivant dans le fantasme d'une autre. En 1920, Freud traita un soldat souffrant de névrose de guerre. Il rêvait des tranchées. Son traitement? Lui faire admettre qu'il regrettait la guerre.
Pourquoi? Parce que dans le chaos, il se sentait vivant. Dans la paix, il se sentait vide. Pose-toi la question. Est-ce que tu regrettes la chasse? L'incertitude, l'intensité brute de la liberté. Ce n'est pas de l'immaturité. C'est ton inconscient qui hurle pour être libéré. Et si je te disais que l'amour lui-même est une illusion, que la personne qui te fascine n'existe pas? Freud appelait cela le piège de la projection. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est un miroir. Ce que tu poursuis chez l'autre n'est qu'un reflet de tes blessures. Tu l'as déjà senti, ce magnétisme vers quelqu'un, cette certitude aveugle qu'elle est la bonne. Mais si cette personne n'était qu'un écran, une toile blanche sur laquelle tu as peint tes blessures d'enfant, tes désirs jamais comblés, tes fantasmes secrets? Freud appelait cela le transfert, l'acte inconscient de coller de vieilles émotions sur de nouvelles personnes. C'est pourquoi tant d'hommes se réveillent, des années après s'être mariés, en se demandant « Mais qui ai-je épousé ?» La vérité brutale, l'amour n'est pas une découverte, c'est une hallucination. L'un des concepts les plus dérangeants de Freud, c'est que tous nos liens romantiques rejouent notre premier attachement, celui à nos parents. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Research in Personality a montré que ceux qui ont eu un père émotionnellement absent étaient 62% plus susceptibles de rechercher des partenaires distants, non pas pour être heureux, mais pour réparer symboliquement le passé. Tu te souviens d'une femme froide, cruelle et pourtant obsédante? Ce n'était pas de l'amour, c'était une tentative désespérée de réécrire ton histoire, comme le cas de Dora, cette patiente de Freud, amoureuse d'un homme qui la négligeait, car cette négligence reflétait celle de son père. Le plus tragique, le cerveau confond la familiarité avec le destin. En 1895, Freud décrivait un phénomène qu'il appelait les souvenirs écrans, des réminiscences déformées qui servent à cacher des vérités trop douloureuses. La psychologie moderne nomme cela l'idéalisation. C'est ce mécanisme qui fait que tant de mariages se brisent une fois passée la lune de miel. Prends l'exemple de Daniel, un homme d'affaires prospère. Il épouse une femme qu'il décrit comme mystérieuse, envoûtante, différente de toutes les autres. 2 ans plus tard, il est au bord du gouffre. Pourquoi? Parce que la femme qu'il a épousée n'a jamais existé. Elle était une projection, une illusion, un écran sur lequel il a projeté son désir d'aventure, de raffinement, d'inaccessible. Quand le fantasme s'effondre, il ne reste pas une personne imparfaite. Il ne reste que l'horreur de sa propre imagination. Ce cas n'est pas isolé. Une étude de 2021 publiée dans Social, Psychological and Personality Science a révélé que les couples qui idéalisent fortement leur partenaire au début ont un risque plus élevé de divorcer dans les 5 ans. Pourquoi? Parce qu'aucune fantaisie ne peut survivre à la réalité. Et le mariage, comme le prévenait Freud, est le cimetière des illusions. Sa thèse la plus explosive reste que toutes nos relations amoureuses rejouaient d'une manière ou d'une autre notre premier amour, celui pour notre mère. Le complexe d'Édipe n'était pas simplement une question d'attirance sexuelle. Il s'agissait de pouvoir, de dépendance, de scénarios inconscients transmis de génération en génération. Imagine un homme élevé par une mère narcissique, passant de l'affection étouffante à l'indifférence glaciale. Il grandit pour épouser une femme qui fait exactement la même chose. Il pense que c'est de l'amour, mais ce n'est qu'un lien traumatique, une répétition déguisée. Carl Jung, collègue de Freud, résumait cela ainsi. « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce n'est pas qu'une théorie. Une étude de 2019 sur l'attachement et le développement humain a démontré que les hommes ayant un style d'attachement anxieux, souvent causé par une parentalité incohérente, étaient 3 fois plus enclins à rester dans des relations toxiques. Non pas par faiblesse, mais parce que leur système nerveux a été programmé pour associer amour et douleur. Certains hommes ne tombent pas amoureux de l'inaccessible, ils tombent amoureux du brisé. Tu connais cette femme au passé tragique.
celle que tu penses pouvoir sauver. Freud appelait cela le fantasme du sauveur. Et c'est l'un des pièges les plus redoutables dans lesquels un homme peut tomber. Regarde Victor, un avocat brillant qui tombe éperdument amoureux d'une artiste aux prises avec des addictions et une tendance à l'autodestruction. Il dépense sans compter. Il donne son temps, son énergie, sa stabilité. Convaincu qu'avec assez d'amour, elle changera. Elle ne change pas. Elle le quitte. Et il reste seul face à une vérité insupportable. Il ne l'aimait pas. Il aimait l'idée d'être son sauveur. Ce n'est pas de la noblesse. C'est de l'autodestruction psychologique. Une étude de 2020 parue dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les hommes ayant un complexe du sauveur étaient plus susceptibles de souffrir de stress chronique et d'épuisement. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit entier. Freud affirmait que ce n'était pas de l'amour, mais une forme déguisée de narcissisme. Le besoin de se sentir indispensable, le besoin de contrôler, le besoin de jouer à Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes restent dans des mariages misérables, longtemps après que l'amour ait disparu. Freud avait un mot pour cela, la pulsion de mort, l'élan inconscient vers l'autodestruction, le confort d'un malheur familier. En psychologie comportementale, il existe une expérience célèbre, l'impuissance apprise. Des chiens soumis à des chocs électriques aléatoires finissent par ne plus essayer de s'échapper, même quand la porte est grande ouverte. Les humains ne sont pas différents. Un homme trahi, humilié, vidé pendant des années, finit par croire que la souffrance est tout ce qu'il mérite. Et le plus cruel, la société l'encourage. Il est présenté comme un homme bien, un mari fidèle, un pilier de vertu. Non, c'est un prisonnier. Un homme ligoté par son propre inconscient. Alors comment échapper au piège de la projection? D'abord, il faut le voir. Toute la méthode psychanalytique de Freud repose sur une seule idée: rendre l'inconscient conscient. Cela signifie poser les questions qui font peur. Suis-je amoureux d'elle ou de l'idée que je me fais d'elle? Me rappelle-t-elle quelqu'un de mon passé? Qu'est-ce que j'essaie de prouver en étant avec elle? Ce n'est pas de l'introspection, c'est une excavation psychologique. Et c'est la seule façon d'arrêter de rejouer les mêmes tragédies. Mais si le piège le plus profond ne concernait pas la personne que tu aimes, mais la raison pour laquelle tu aimes, c'est ici que surgit la notion la plus interdite de Freud. Eros et Thanatos, les forces jumelles de l'amour et de la mort. L'idée que tes passions les plus profondes sont entremêlées à ton désir de destruction et qu'il faut les comprendre si tu veux briser la boucle avant qu'il ne soit trop tard. Il existe en toi une force, ancienne, sourde, insatiable, qui se moque de ton bonheur. Elle se moque de tes projets, de ton succès, de ta survie. Elle veut une seule chose, la répétition, la reproduction d'une douleur familière, le lent effondrement de tout ce que tu bâtis, le soulagement sucré de l'autodestruction. Freud appelait cela Thanatos, la pulsion de mort, et selon lui, elle était aussi puissante que le désir de vivre. Nulle part elle ne se manifeste avec plus de clarté que dans le mariage. Tu as déjà vu ce schéma. Un homme épouse une femme qui, objectivement, ne lui convient pas. Instable, méprisante, imprévisible. Tous ses amis le mettent en garde. Sa famille supplie, mais il n'arrive pas à s'éloigner. Il y a une attraction, une dépendance au chaos. Freud dirait que ce n'est pas de l'amour. C'est une possession par la pulsion de mort. Ce besoin inconscient de se dissoudre, de s'abandonner au néant. Un exemple tiré des archives de Freud. Un riche homme d'affaires, marié à une femme douce et stable, devient obsédé par une prostituée qui le méprise. Il dilapide sa fortune, néglige ses enfants, ruine sa réputation, tout en sachant qu'elle ne l'aimera jamais. Pourquoi? Parce que Thanatos ne cherche pas la satisfaction, il cherche la souffrance.
Les neurosciences modernes confirment cela. Une étude de 2021 publiée dans Nature Human Behavior a démontré que les cerveaux de personnes engagées dans des relations toxiques s'activaient dans les mêmes zones que ceux d'héroïnomanes en manque. La douleur n'était pas une erreur, c'était le but. Le corps avait appris à désirer sa propre ruine. Et le plus inquiétant, la société romantise cela. On parle de passion, d'amour impossible, de « je ne peux pas vivre sans toi ». Non, c'est un suicide psychologique à petit feu. Freud soutenait que la civilisation était bâtie sur le refoulement de nos instincts les plus destructeurs. Le mariage, selon lui, était un moyen de canaliser la pulsion de mort masculine vers quelque chose de constructif, pourvoir, protéger, s'éteindre à petit feu. Mais que se passe-t-il quand le refoulement échoue? L'histoire nous offre une réponse sombre. Au XIXe siècle en Europe, des pactes de suicide entre jeunes mariés se sont multipliés. Le cas le plus célèbre, les amants de Vérone, concernait deux personnes qui se connaissaient à peine, mais préféraient mourir ensemble plutôt que d'affronter la séparation. Freud y aurait vu non pas de la dévotion, mais la pulsion de mort déguisée en amour. Aujourd'hui, les suicides sont plus silencieux. Des hommes qui s'usent à la tâche dans des emplois qu'ils détestent pour subvenir à des familles qu'ils n'ont pas choisies. Des maris qui restent dans des unions qui les vident. Parce que partir n'est pas une option. Ce n'est pas de l'honneur. C'est de l'autodestruction institutionnalisée. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant d'hommes battus défendent leurs bourreaux. Freud expliquait cela par l'identification à l'agresseur. L'ultime tentative de l'esprit pour survivre à la douleur insupportable en devenant ce qui le détruit. Regarde Marc, un cadre supérieur marié à une femme qui l'humilie quotidiennement. Lorsque son frère intervient, Marc explose. « Tu ne la connais pas comme moi, elle est juste stressée. » Ce n'est pas de la loyauté, c'est du cannibalisme psychique. L'esprit qui se dévore pour ne pas affronter la vérité. Une méta-étude publiée en 2022 dans la Trauma Psychology Review a révélé que les hommes dans des relations émotionnellement abusives montraient des schémas cérébraux similaires aux patients atteints de stress post-traumatique, dissociation, hypervigilance et une gratitude déformée envers leur bourreau. La pulsion de mort avait triomphé. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils croient qu'une maîtresse, un divorce ou une nouvelle compagne les sauvera. Mais Freud avertissait, la pulsion de mort ne cherche pas la liberté, elle cherche la répétition. Une étude phare de Harvard, menée sur 30 ans, a suivi des hommes ayant quitté des mariages malheureux. 73% d'entre eux ont recréé des relations quasi identiques dans les 5 années suivantes. Pourquoi? Parce que l'inconscient ne veut pas être heureux. Il veut ce qui lui est familier, même si cela signifie l'enfer. La sortie n'est pas une nouvelle relation. C'est un réveil. Il faut nommer le schéma. Quelle douleur rejoues-tu? Le rejet? La trahison? L'adoration sans retour? Il faut remonter à la racine. Quand as-tu ressenti cela pour la première fois? Un parent, un premier amour, puis interrompre le script, choisir délibérément autre chose, même si cela paraît faux au départ. Ce n'est pas du développement personnel, c'est du désamorçage psychologique, une opération de démolition intérieure. Mais si le piège ultime n'était pas en toi, mais dans la structure même de la société, le mariage comme mécanisme de contrôle, une machine à dompter l'homme sous le couvert de l'amour. Une guerre t'est imposée, pas avec des balles, mais avec des alliances, pas avec des tanks, mais avec des vœux. Un lent écrasement méthodique de ton esprit sous le poids du devoir. Le mariage tel que tu le connais n'a jamais été conçu pour l'amour. Il a toujours servi la domination. Freud l'avait compris. La civilisation exige le sacrifice de la nature masculine. L'homme sauvage, libre, incontrôlable, doit être brisé, harnaché comme une bête. Et l'outil le plus efficace pour l'y contraindre? Le mariage. À Sparte, les guerriers n'avaient pas le droit de se marier avant 30 ans. Pourquoi? Parce que l'État savait qu'un homme marié combat moins violemment. Il est divisé, son feu est dilué.
Rome ne tomba pas lorsque les barbares franchirent ses portes, mais lorsque ces hommes préférèrent les querelles domestiques à la conquête. L'histoire le prouve. Le plus grand danger pour tout système de pouvoir est l'homme détaché, celui qui n'a rien à perdre. Alors, les institutions ont évolué pour s'assurer que chaque homme aurait quelque chose à perdre. La révolution industrielle n'a pas seulement transformé le travail, elle a redéfini la raison pour laquelle un homme se marie. Avant le 19e siècle, le mariage était un contrat économique. L'amour était secondaire, parfois inexistant. Mais quand les usines ont remplacé les fermes, un nouveau problème est né. Les hommes libres avec du temps et de l'argent sont dangereux. La solution ? L'idéal romantique du mariage a été fabriqué, vendu comme accomplissement ultime, pendant que le système juridique, lui, transformait les épouses en dépendantes permanentes. Freud observait ce basculement dans la société victorienne. Les hommes de la classe moyenne devaient désormais être à la fois pourvoyeurs stoïques et maris émotionnellement disponibles. Une contradiction impossible. Le terme de neurasthénie explosa à cette époque. Ces hommes n'étaient pas malades. Ils étaient institutionnalisés, tiraillés entre leurs instincts et des attentes sociales qui les condamnaient. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Historical Sociology a analysé les archives d'asile du 19e siècle. Résultat, les hommes mariés étaient 3 fois plus souvent internés pour hystérie ou mélancolie que les célibataires. La cause ? Pas le mariage lui-même, mais la dissonance cognitive. Être convaincu que la vie domestique t'épanouira, alors que tout ton être réclame la liberté. Le droit matrimonial n'a pas évolué, il a été conçu pour transformer l'homme en serviteur. L'Angleterre, 1857. Le Matrimonial Causes Act permettait enfin le divorce, mais avec un détail. L'homme devait prouver l'adultère et une autre faute. La femme, elle, n'avait qu'à prouver l'adultère. Ce n'était pas de la justice, c'était une incitation à la dépendance féminine. Avance rapide jusqu'aux tribunaux actuels. Dans 82% des cas de divorce, la garde est donnée à la mère. Pourtant, seuls 4% de ces cas vont jusqu'au procès. Le US Census Bureau, en 2022, révélait que les accusations de violence conjugale, même fausses, augmentent les condamnations de 450%. Ce n'est pas un système, c'est un piège. Un piège enjolivé par les mots amour, engagement, devoir. La notion la plus controversée de Freud, l'envie du pénis, n'était peut-être qu'un leurre. Le vrai phénomène, l'envie du pourvoyeur. L'obsession sociale de rendre l'homme vulnérable, financièrement, émotionnellement. Regarde les comédies romantiques, les pubs de mariage, les blagues, Happy Wife, Happy Life. Le message est toujours le même. Ta valeur dépend de ton utilité. Une étude du MIT en 2022 sur la publicité a identifié 3 stéréotypes dominants du mari. Un idiot gaffeur, un porte-monnaie ambulant ou un pêcheur repentant. Ce n'est pas innocent, c'est du conditionnement de masse. En 2021, un district scolaire du Minnesota a instauré des ateliers de honte du pourvoyeur pour des garçons de 10 ans, leur enseignant que leurs ambitions masculines étaient oppressives. Ce n'est pas de l'éducation, c'est le dressage de chevaux sauvages. Reconnaître le piège est la première étape. Pour le briser, il faut 3 armes. 1. Souveraineté financière. Le contrat prénuptial est ton épée. La séparation des biens, ton bouclier. 2. Connaissance juridique. Connais les lois de ton pays avant de dire oui. 3. Armure mentale. La thérapie n'est pas une faiblesse. C'est de la contre-intelligence pour ton esprit. Mais surtout, refuse le rôle. Le plus grand acte de rébellion n'est pas de refuser le mariage. C'est de refuser le rôle qu'on veut te faire jouer si tu le choisis. Ce n'est pas un appel à fuir l'amour, mais à le redéfinir selon tes termes. Les Grecs anciens avaient 3 mots pour l'amour. Eros, la passion. Philia, l'amitié. Agapé,
le don inconditionnel. Nulle part ils n'ont inscrit l'esclavage légal ou la servitude financière. Le génie de Freud n'était pas de nous dire quoi aimer, mais de nous révéler ce que la société fait de notre nature si nous restons inconscients. Le choix ne se résume pas à mariage ou liberté. Le vrai choix, c'est marcher les yeux ouverts dans le piège, ou y entrer en somnambule. La guerre pour ton âme a toujours été là. Maintenant, tu vois le champ de bataille.